Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je vous souhaite la bienvenue. Ce matin, je reçois Abdourahmane Kaïm de la communauté djiboutienne somalienne d'Ottawa. Donc, il est psychothérapeute et nous allons parler de trois choses. Le confinement, la COVID-19. Nous allons parler également du hashtag Réveil Djibouti. Et puis, nous terminerons donc avec le concept de vivre ensemble. Bienvenue à l'émission et bonjour Abdourahmane Kaïm. Bonjour. Alors donc, nous sommes en période de confinement, donc la COVID-19 est une maladie qui depuis quelque temps nous a mis tout le monde, donc a permis à changer le visage du monde et donc on se pose la question de savoir vous, comment est-ce que vous avez vécu cette période-là et vous et votre famille et la communauté que vous représentez. Ok, très bien. Bon, c'est vrai, c'est pas facile, comme tout le monde. Moi, dans le cadre de mon travail, j'étais parmi les employés essentiels. Donc, je faisais des interventions au téléphone. Et parfois, quand c'est très urgent, il fallait que je me déplace chez des familles où est-ce qu'il y avait des crises. Donc, moi, personnellement, je me déplaçais en fait assez souvent. Donc, vous êtes frontline, comme on dit. Exactement. Première ligne. Exactement. Mais ma famille s'inquiétait parce qu'eux, ils ont bien respecté le confinement. Et ils s'inquiétaient pour moi. Mais sinon, c'était pas si mal. Mais quand même, c'est inhabituel de le voir que tout est fermé. Donc, que la routine a changé complètement. C'était quand même une grande première de voir tout est fermé comme ça, les écoles, le bureau, les aéroports, confinement. Oui. La communauté djiboutio-somalienne que vous représentez a vécu ce confinement, comment, et le déconfinement? Oui. Au début, c'était un peu difficile pour les gens de la communauté somalienne ou djiboutienne. Puis après, de plus en plus, les choses devenaient sérieuses. Et les gens ont pris en sérieux. Et beaucoup de personnes ont respecté le confinement total. Oui. Il faut rappeler que vous êtes donc dans plusieurs CA, donc vous avez roulé votre bosse comme psychothérapeute, mais vous êtes également donc homme politicien, donc vous avez un parcours assez élogieux. Et il y a actuellement un hashtag donc Réveil Djibouti qui est en train de faire. Donc j'invite nos invités, nos téléspectateurs, téléspectatrices à aller voir ça. Le hashtag Réveil Djibouti, en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie surtout depuis maintenant presque 2 mois, il y a eu un événement inhabituel à Djibouti. Donc c'était un jeune lieutenant de pilote qui est sorti de Djibouti en exil après beaucoup de répression et de restrictions et d'un traitement inhumain envers lui et envers sa famille. Il a décidé de s'exiler en Éthiopie, le pays voisin de Djibouti. Mais malheureusement, l'Éthiopie a livré et le gouvernement de la République de Djibouti ont récupéré le jeune. Actuellement, au moment où on est en train de se parler, il est incarcéré dans des situations inhumaines et difficiles. Sa santé se dégrade. Et Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche quelque chose en particulier pour... On lui reproche de se rebeller envers l'injustice que les Djiboutiens sont en train de subir depuis presque 43 ans. Et ce qui vient de se passer, son sortie, était la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Et beaucoup de jeunes encore ont suivi. Il y a une fille aussi dans l'armée qui s'appelle Dera. Elle aussi, elle a démissionné. Et elle allait un enfant. Et en ce moment qu'on se parle, elle est incarcérée chez la garde républicaine.
et on l'empêche d'allaiter son enfant. Est-ce qu'elle a de la visite des proches? Est-ce que ces gens qui sont incarcérés ont de la visite des proches? Personnellement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'informations. Mais par contre, le lieutenant Fouad Youssouf Ali, je viens d'apprendre ce matin à travers les réseaux sociaux, sa femme qui est allée le rendre visite, et il passe le bonjour à tout le monde, à tous ceux qui les soutiennent pour sa cause et pour la cause de tous les Djiboutiens, parce que lui, ce qui a fait une prise de conscience dans le monde, surtout de la communauté djiboutienne qui vivent à Djibouti et ceux qui vivent en dehors de Djibouti, c'était, il a filmé dans sa cellule, il a eu accès à un téléphone. Un téléphone, oui. Oui, il a filmé à partir de sa petite cellule de 1 mètre sur 1 mètre 20. C'est une petite toilette dans une salle qui est connue, la plus atroce. On appelle la cellule 12. OK. Et là où est-ce qu'il met sa tête, c'est la toilette. Donc c'est vraiment proche de... Tout est... serré. C'est un confinement incroyable. Un confinement d'une façon incroyable. Et puis il a filmé. Donc il a montré ses blessures. Donc pendant presque 5 minutes, ces témoignages inédits dont il avait fait a touché tous les Djiboutiens. Et en quelque sorte, c'est devenu une occasion de rallier tous les Djiboutiens qui ont été divisés dans le passé depuis ces 43 ans par un système colonial et néocolonial et qui a fabriqué un clanisme et un tribalisme pour perdurer cette hégémonie. Et donc ça a créé des manifestations. Il y a eu des gens qui ont protesté, que ce soit à Djibouti, que ce soit ici dans la région. Oui, exactement. Dans la région à Ottawa, il y a 2 semaines, dans le cadre de Black Lives Matter, où est-ce qu'il y a eu des milliers, à cette occasion, des Djiboutiens embarqués, à la fois pour dénoncer l'injustice dont il a été victime, George Floyd, mais en même temps, ils l'ont associé aussi la justice, la cause de la justice et l'injustice qui se passe à Djibouti. Il y en a une qui va se préparer bientôt, c'est samedi à Ottawa. Et puis ailleurs aussi en Belgique, en France. Donc c'est toute une mobilisation de la communauté djibouto-somalienne par rapport à cette injustice-là qui est en train de se vivre au pays. Exactement, c'est qu'en fait, Djibouti, comme vous avez déjà une idée, c'est un petit pays. On ne dépasse même pas les 1 million. Mais malheureusement, la France a laissé un système féodal qui fonctionne jusqu'à encore aujourd'hui. Donc il faut rappeler juste à ceux qui nous suivent que Djibouti a été une ancienne colonie une ancienne colonie française. Et puis Djibouti en fait était l'équivalent comme l'Algérie, comme la France n'a jamais été prête de lâcher l'Algérie. Et jusqu'à encore aujourd'hui n'a pas lâché. Alors Djibouti aussi, la France n'a pas voulu lâcher. Mais quand malheureusement l'indépendance a eu lieu, ils ont donné une indépendance par la forme, mais la colonisation continue économiquement. Et à partir du Canada, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ceux qui se posent, peut-être qui vont se poser la question de savoir? Oui, la façon dont on peut aider pour la cause djiboutienne aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens dans le monde entier, des intellectuels, des universitaires, des acteurs sociaux, en dehors de la communauté djiboutienne pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe, pour que cette cause soit portée par des citoyens dans le monde. Et puis qu'il y ait un changement. Et les actions seraient peut-être, par exemple, quoi? Une pétition? Actuellement, une pétition qui circule. Mais jusqu'à maintenant, la pétition est limitée dans la communauté djiboutienne. Mais maintenant, on essaye. Il y a un groupe d'intellectuels qui se sont réunis ici à Ottawa, un groupe de soutien, indépendants intellectuellement et politiquement, qui ne sont affiliés à aucune parti politique, mais qui sont réunis pour la cause. Alors, on est en train maintenant de pousser cette sensibilisation et franchir le mur du ghetto djiboutien
pour que d'autres citoyens canadiens, des intellectuels puissent être interpellés et signer cette pétition. Est-ce que vous avez pris attache avec peut-être le ministère des Affaires globales? Est-ce qu'il y a... Apparemment, d'après ce qu'on m'avait entendu, moi je ne faisais pas partie avant de ce comité. Maintenant, je fais partie, donc notre travail vient juste de commencer. Mais les gens qui ont anticipé au début, quand je posais la question s'ils ont déjà contacté le ministère des Affaires étrangères, d'après la réponse que j'ai eue, les ministères des Affaires étrangères avaient dit, canadiens, je ne sais pas si c'est vrai, mais d'après ce qu'on m'a dit, il a légué la politique internationale dans les pays francophones à la France, puisque c'était une ancienne colonie de la France. Ils ont dit, nous, on est derrière la France. Donc, ils ont laissé carte blanche à la France. De régler cette situation. Mais la situation, aux dernières nouvelles, n'est pas réglée. Les personnes sont toujours incarcérées et la population demande toujours justice. Ils demandent justice et ce qui se passe actuellement, c'est vraiment grave parce que c'est vrai, il y a plus que 500 personnes qui sont en prison dans des situations très difficiles, mais en même temps aussi, on est témoin des prisonniers dans des quartiers délabrés, dans des conditions inhumaines, ce qu'on certaines personnes appellent un prison à ciel ouvert. Donc c'est vraiment comme des prisonniers politiques et d'autres des prisonniers juste des délits... des prisonniers économiques sociaux, ghettoisés dans des quartiers. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des inondations. Et quand à Djibouti, il y a une pluie, il faut voir, l'eau arrive jusqu'à 1 mètre, 1,20 mètre. Et ça dure longtemps et ça laisse beaucoup de dégâts. Et donc, qu'est-ce qu'on peut espérer on me dit à l'oreille que bientôt c'est la pause. Qu'est-ce qu'on peut espérer en terminant, donc, avant la pause pour Djibouti, réveil, le hashtag réveil Djibouti? Qu'est-ce qu'on... Si vous posez la question, personnellement, le réveil, je pense qu'il faudrait que les citoyens djiboutiens se réveillent d'abord eux-mêmes. Actuellement, la plupart des opposants, la plupart des Djiboutiens pointent le doigt au régime actuel. Oui, c'est un régime actuel, une dictature. C'est un régime qui a été laissé par la France et qui maintient les statu quo. Mais aussi ce que moi j'interpelle et je souhaite que les citoyens djiboutiens prennent la responsabilité. Un peu comme ils font ici dans la région de la capitale nationale. Oui, ils prennent la responsabilité, qu'eux, ils commencent d'abord par le changement dont ils souhaitent. Et demain, le régime peut changer. Puis il y a un verset de Coran qui nous dit, la majorité, ce sont des musulmans, qui nous dit Dieu ne change pas une société tant que cette société n'a pas changé. Au lieu de pointer seulement la dictature qui est au-dessus de nous presque depuis une quarantaine d'années, mais il faut falloir aussi que les citoyens se prennent en main et qu'ils fassent leurs propres réformes individuelles pour que la légimonie puisse partir. Et donc, en attendant, donc, nous, on va continuer à suivre ça. Donc, on va continuer à suivre et en espérant que ces personnes qui sont emprisonnées, qui sont un peu le porte-étendard de cette révolution, de cette révolte populaire, qu'on puisse trouver des solutions à ce problème-là. Mais on va continuer à en discuter et je vais juste proposer que nous allons à la pause et puis on reviendra avec certainement M. Abdourahmane Kaïm, donc psychothérapeute dans la région de la capitale nationale ici. Et à ce moment-là, on va parler du concept du vivre ensemble. Donc, on vous demande de ne pas quitter. On vous revient tout de suite. Il y a des militaires dans ma famille. Je suis devenu membre de la Légion pour honorer leur service. Maintenant, je suis bénévole pour rendre service, moi aussi. Mon adhésion aide les vétérans canadiens à avoir accès au soutien dont ils ont besoin. J'ai vu à quel point la Légion aide les vétérans qui vivent des périodes difficiles. Beaucoup s'en sont sortis plus forts que jamais. Pour plusieurs, la Légion, c'est comme leur chez eux. Je suis fier d'en faire partie. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui.
En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, on explore toutes les facettes du fromage avec une spécialiste, Michèle Forman. C'est bon cuisiner, jeudi 13h sur TV Rogers. Retour de la pause, je suis Jean-Marie Vianney en compagnie de M. Abdourahmane Kaïm, donc psychothérapeute. Bienvenue à la deuxième partie de Vivre ensemble. Alors, on va parler du concept du vivre ensemble. M. Abdourahmane Kaïm, vous qui êtes psychothérapeute, vous avez roulé votre bosse au travers de plusieurs familles, des jeunes de la communauté ici, plusieurs organismes. Et vous êtes dans plusieurs CA d'organismes et vous faites bouger beaucoup de choses ici. Donc, au niveau du vivre ensemble, pour vous, ce concept-là, vous le définissez comment? Ce concept, c'est un concept que j'aime bien. Et puis, on a œuvré dans le cadre de groupes de présence musulmane dont vous étiez témoin. Oui. Il y a longtemps, depuis presque maintenant une quinzaine d'années, même plus que ça. Le concept de vivre ensemble est un concept qui est devenu encore populaire depuis les 20 dernières années, les 15 dernières années, parce que ça coïncide, le concept de vivre ensemble est devenu populaire parce que ça coïncide à un autre concept qui est l'inverse. Oui. Parce que depuis les 30 dernières années, dans les pays occidentaux, en Europe, au Canada, aux États-Unis, il y a la montée de l'extrême droite. Oui. Vous vous rappelez, en France, dans les années 80, début 80... Il y avait des émeutes, oui. Il y avait, oui, puis le Front National n'était pas plus que 5%. Exactement. Dans les années 2000, quand on a commencé à se rencontrer, oui. qu'on faisait à Montréal la conférence de Vivre Ensemble, Oui. donc le Front National a failli gagner les élections. Il a fallu que les autres partis fassent coalition pour faire barrière au Front National. Le temps de Chirac. Dans le temps de Chirac, 2003. Donc, alors, le vivre ensemble est devenu plus populaire vers fin 90, début 2000, parce qu'au même moment, ça coïncidait de montée de l'extrême droite en Italie, en Australie, même au Canada. Oui. On avait connu dans le temps de Harper. Exactement, une montée des gens qui avaient... de ce groupe radical un peu extrémiste. Une vision particulière du monde. Donc, le vivre ensemble, c'est l'opposé de cette vision d'isolation, d'isolement, qui dit nous, eux. Et au Québec, dans le temps de Pauline Marois, c'est elle qui avait amené nous, eux. La première femme première ministre québécoise au Québec, qui prenait pas le vivre ensemble, mais l'inverse. Ouais. Donc, une communauté particulièrement musulmane où tous ceux qui n'étaient pas blancs et catholiques étaient stigmatisés par la vision et la politique du Parti québécois qui, de nature, est un parti de gauche, un parti social, mais qui a viré vers la droite avec le temps de Pauline Marois. Oui. Alors donc, comment trouvez-vous l'équilibre entre nos droits individuels et puis les droits collectifs en pratiquant donc le vivre ensemble? À quel niveau on a parlé un peu de ça en première question, mais s'il vous plaît, comme dans votre champ d'expertise comme psychothérapeute, personne qui connaissait la communauté, qui avait travaillé sur plusieurs causes, comment est-ce que on pourrait aller dans une société meilleure, surtout avec ce qui se passe de partout aujourd'hui à travers la planète? Très bien. D'abord, on est au Canada maintenant. Le Canada a quelque chose de bien. C'est la Charte des droits et libertés canadienne. La Charte des droits et libertés canadienne défend l'individu. Elle ne défend pas la communauté. Mais souvent, les gens pensent qu'elle défend la communauté, mais la Charte des droits et libertés défend l'individu contre la majorité. C'est pour ça que le droit des homosexuels, des minorités, a été défendu. Donc, c'est les minorités ou l'individu, bon, l'individu est minorité par rapport à la majorité, que la Charte des droits défend. Donc, on a un acquis qui est ça. Mais malheureusement, le système dans lequel nous fonctionnons aussi est un système désuet.
Par exemple, vous avez mentionné que je fais partie de plusieurs collectifs. Du conseil, le collectif, mais surtout du conseil d'administration de l'aide à l'enfance depuis septembre dernier. Oui. L'aide à l'enfance, 40% des familles à qui on arrache leurs enfants, c'est de la communauté noire, majoritairement haïtienne. Oui. Alors la question est que comment se fait-il que les Noirs sont majoritaires à ce qu'on arrache leur famille alors qu'ils sont minoritaires dans la société canadienne? Oui. Alors, c'est problématique, ça. C'est problématique. Oui. Alors l'aide à l'enfance d'Ottawa ont décidé de changer ces choses-là. Oui. Donc si avant ils s'en allaient à l'est, aujourd'hui ils s'en vont à l'ouest. Oui. À 180 degrés avec une directrice courageuse, Kelly. Qui prend un leadership pour apporter des changements. Des changements. Donc maintenant, j'ai fait partie de leur conseil d'administration. Il y a des lois qui ont été votées qui vont complètement changer la donne. Et ça, c'est ce qui donne un espoir pour le vivre ensemble. Oui. Parce que le vivre ensemble, c'est quoi? C'est quand la personne ait confiance en lui, il ait confiance en l'autre, et il ait confiance dans la société dans laquelle ils vivent. Alors, une famille en harmonie, une personne en harmonie va donner une famille en harmonie. Une famille en harmonie va donner naissance à une société en harmonie. Si c'est l'inverse, c'est difficile. Donc, si je comprends bien, donc le vivre ensemble, c'est vraiment un concept englobant. C'est un concept englobant, mais ça part de l'individu. Et en fait, vous avez déjà... Moi, dans mon approche, c'est de l'individu vers la société, pas l'inverse. Et puis, je vois chaque fois, vous avez un diagramme particulier que j'aurais souhaité, mais vu que nous sommes à la télé, que les gens puissent le voir, le diagramme de comment vivre ensemble, de cette intégration-là, qui est très intéressant. Oui, le diagramme dont vous faites référence, en fait, c'est l'individu qui est au centre, un petit cercle, et un grand cercle autour. Le grand cercle autour, c'est les valeurs extrinsèques construites par la société. Et le cercle au milieu, c'est la valeur intrinsèque de l'individu. Si le rapport que tu as avec du grand cercle de l'extérieur, à partir de ce petit cercle qui est l'être, vous allez avoir une tendance beaucoup plus objective. Si c'est à partir de votre étiquette que la société a construit, c'est-à-dire votre couleur, votre sexe, votre religion, mais vous aurez de la difficulté à vivre le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Mais alors, donc, le vivre ensemble, ça veut dire aussi que c'est un héritage en commun, c'est une histoire qu'on partage où chaque collectivité apporte une partie. Exactement, oui, ça commence par l'individu. D'abord, le vivre ensemble avec soi. Le vivre ensemble avec l'autre. Et le vivre ensemble avec la société. De nous. Le nous, pluriel. Si le vivre ensemble de soi est en crise, si moi je suis en crise maintenant, ça va être difficile que je m'entende avec vous. Donc le vivre ensemble avec l'autre est difficile parce que je suis déjà en crise. Donc le vivre ensemble commence par le soi, ça va vers l'autre, et puis après, ça établit la société. Et dans le milieu dans lequel on vit, on a des interactions. Est-ce qu'il peut aussi également jouer un grand rôle dans la notion de vivre ensemble? Oui, exactement. Par exemple, l'incident, mais ce qui vient de se passer il y a quelques semaines aux États-Unis, ça met en révolte à la société tout le peuple noir. Donc, ce genre d'activité va cristalliser, en quelque sorte, les crises de la cellule individuelle, familiale et sociale. Donc des événements comme ça vont perturber les vivre ensemble. D'ailleurs, hier soir, on m'a montré un t-shirt vendu par Walmart qui est marqué All Life Matter. C'est une réponse Black Lives Matter. Et alors que ça n'empêche pas que... ça n'empêche pas qu'ils les voient, mais c'est une réponse à la révolte d'une population noire. En terminant donc le vivre ensemble, quel serait le moyen, quel serait le moyen favorisant ce vivre ensemble? Le moyen favorisant de vivre ensemble, c'est l'éducation. Une fois qu'on a l'éducation, on peut établir la confiance. Parce que quand la personne est ignorante, il a peur. Donc, le racisme, c'est quoi? C'est la peur de l'autre. Donc, c'est l'éducation.
Et par l'éducation, on peut établir la confiance. Et par la confiance, on peut rejoindre l'autre. Ouais. Donc la peur de l'autre serait moins ou serait partie. Est-ce que vous voyez qu'on va dans cette direction en regardant l'actualité, en regardant le monde, en regardant les choses, Exactement. Je viens de lire avant de venir ici un peu la description de votre émission. Oui. C'est exactement ça. Oui. C'est vers l'autre. Exactement. Avant d'aller vers l'autre, il faut que le soi, l'individu, lui-même règle sa propre crise. Oui. Et puis après, la marche vers l'autre sera plus facile et la marche vers la société, ça sera encore beaucoup plus facile. Alors donc, et aussi, s'il y avait un mot pour vous qui résumait donc le vivre ensemble, vous avez dit certainement les moyens de l'éducation, mais un mot que vous êtes traîné partout pour vous en sortir par rapport à une situation qui favorise ou qui met en difficulté, en défi le vivre ensemble. Un seul mot qui aurait facilité le vivre ensemble, c'est une émotion. Une émotion. Comme c'est mon domaine, la gestion des émotions. En fait, c'est des émotions. Je dirais, avant j'ai pensé une. Ok, je vais commencer une. Quand j'ai pensé une, c'était la confiance. Si tu as confiance en toi, tu peux avoir confiance en l'autre. Et tu peux avoir confiance dans la société. Mais si tu n'as pas confiance en toi, ça va être difficile de faire confiance à l'autre. Ça, c'est l'émotion dont j'ai pensé. Mais il y a une autre émotion qui est l'émotion magique. C'est l'acceptation. L'acceptation, c'est une émotion. Ça ne veut pas dire tu es d'accord ce qui se passe, mais tu l'acceptes. Ça veut dire l'acceptation. Et les jeunes, pour moi, vous êtes un père de famille, vous avez des enfants, j'en ai également, et puis d'autres qui nous écoutent en nom. La jeunesse est importante. Donc, quel est le message qu'on peut leur passer sur la notion du vivre ensemble, cette jeunesse-là qui a besoin, à un moment donné, souvent des repères des adultes, des aînés comme nous. Merci pour l'occasion. Comme vous le savez, j'ai un garçon de 18 ans. Il est révolté comme plusieurs jeunes quand il voit des Noirs qui se font tuer comme ça. Alors, le mot que j'aurais lancé, c'est encore le même mot, c'est la confiance. La confiance en eux-mêmes, la confiance dans leur capacité, la confiance dans leur potentiel qu'ils ont en eux. Exactement, la confiance. Et puis l'autre, c'est l'acceptation. L'acceptation. Donc, confiance, acceptation, éducation. Éducation. Et puis après, l'authenticité. L'authenticité, c'est quoi? C'est la congruence. Ce que tu penses, quand ce que tu penses, c'est un triangle. Quand ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu dis, toutes ces choses-là sont... ces triangles qu'on appelle congruents, trois côtés égaux. Donc, tu deviens un être authentique. Et puis voilà. Et puis, dernier mot que j'allais dire. Oui, allez-y. Comme nous vivons à Ottawa et que nous connaissons souvent, la communauté dont on appelle ethnoculturelle. Dernièrement, il y a des rencontres qui se passent. Ils essayent de s'en sortir de là où est-ce qu'ils sont. Alors, les mots que je lancerai, c'est la confiance et l'acceptation. Et en même temps aussi... En tout cas... Allez-y. Choisissez des bons leaders. Voilà. Alors, je vous remercie d'être passé, M. Abdourahmane Kaïm. Merci et à la prochaine. Merci, Jean-Marc. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Madame Mariette Chikourou, qui nous parlera de son expérience de travailleuse sociale qui a accompagné des jeunes, des aînés, des communautés multiculturelles. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Édouard Landry et on plonge dans l'univers de son 4e album, Pomme Plastique 3. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers.
Cette semaine sur Pêche Évasion, on pêche le brochet sur la rivière Ottawa. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV